Le miroir se brisa de Agatha Christie. Partie 3 du livre audio. Chapitre 9. 1. Donc, ici, vous n'êtes arrivé à rien, dit Cradock en tendant à Frank Cornish son étui à cigarette. À rien. Ni ennemi, ni dispute. Elle vivait en bons termes avec son mari. Pas d'autre homme, ni d'autres femmes? Rien de la sorte. Pas la moindre trace de scandale. Elle n'était pas du genre incendiaire, d'ailleurs. Elle s'occupait de comités, d'associations, où il n'existe que de petites rivalités sans conséquence. Le mari n'envisage pas de se remarier? Avec une employée du bureau où il travaille, par exemple? Chez Biddle et Russell, c'est une agence immobilière. Il n'y a que 2 femmes. Florie West, qui a un goitre, et Miss Grundle, qui est aussi séduisante qu'une meule de foin. Et qui a au moins 50 ans. Malgré tout, je ne serais pas étonné de le voir se remarier assez rapidement. Déjà Cradock manifestait son intérêt. Oui, une voisine, expliqua Cornish. Veuve, quand je l'ai raccompagnée chez lui, après l'enquête, elle était là et lui avait préparé du thé. Il a eu l'air étonné et reconnaissant. Si vous voulez mon avis, elle a décidé de l'épouser, mais lui, le pauvre garçon, ne le sait pas encore. À quoi ressemble-t-elle? Elle n'est pas mal. Encore jolie malgré son âge. Du genre gitane, le teint coloré et les yeux noirs. Comment s'appelle-t-elle? Bain. Mary Bain. Que faisait son mari? Je ne sais pas. Elle a un fils qui travaille dans la région et qui vit avec elle. Elle a l'air tranquille et respectable. Mais j'ai quand même l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Cornish consulta sa montre. 12:10, dit-il. J'ai pris rendez-vous, pour vous, à Gossington, à midi. Il va falloir y aller. 2. Dermot Cradock, inattentif en apparence, enregistrait en fait les moindres détails de Gossington Hall. L'inspecteur Cornish l'avait amené sur place, présenté à un certain Hayley Preston, et s'en était allé avec tact. Depuis, Cradock écoutait, en manifestant son attention par des signes de tête, le flot ininterrompu de paroles qui s'écoulaient de la bouche du jeune homme. Celui-ci, pensa-t-il, devait être Public Relations ou secrétaire particulier de Jason Rudd. Il parlait librement, d'un ton égal et, chose curieuse, ne se répétait pas trop. Il était visiblement anxieux de voir partager ses vues optimistes du monde par son auditoire. Il expliqua, sur différents modes, l'ampleur du malheur qui avait frappé la maison, à quel point Marina était touchée et combien M. Rudd était bouleversé. Peut-être s'agissait-il en fait d'une allergie à certaines substances. Ce n'était qu'une idée en l'air, bien sûr, mais l'allergie est une chose tellement extraordinaire. L'inspecteur-chef Cradock pouvait être sûr de la collaboration des studios Hellingforth et de tout leur personnel. Toute facilité lui serait donnée sur sa simple demande. Madame Babcock avait laissé un souvenir profond. Tout le monde appréciait son magnifique sens du devoir social et le travail extraordinaire qu'elle avait accompli pour l'association des ambulanciers de Saint John. Puis il repartit de plus belle, avec d'autres mots, mais exprimant les mêmes sentiments. Personne, plus qu'elle, n'avait eu le sens du dévouement et lui-même reconnaissait combien tout cela était différent du monde artificiel des studios. Marina Gregg, M. Rudd, n'importe qui dans la maison, allait tout faire, il en était certain, pour se rendre utile. Preston marqua une légère pause, hochant tristement la tête. Cradock en profita aussitôt. « Merci beaucoup, dit-il, d'un ton définitif qui marquait la fin du discours. « Permettez-moi de vous poser quelques questions. »« Bien sûr, je vous en prie. »« Est-ce ici qu'elle est morte ?»« Oui, je puis même vous montrer la chaise. » Ils étaient sur le palier. Preston fit quelques pas dans le couloir et désigna le siège, une sorte de fauteuil de forme curieuse. « Elle était assise ici, dit-il. Elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien, on a été lui chercher quelque chose,
et elle est morte brusquement. Je vois. Je ne sais pas si elle avait vu un médecin et si elle était au courant du mauvais fonctionnement de son cœur. Son cœur était parfaitement normal. Sa mort est due à l'absorption d'environ 6 fois la dose maximum d'un produit vendu sous le nom de Calmo. Du Calmo? Je sais ce que c'est pour en avoir pris quelquefois moi-même. Et cela vous a fait de l'effet? Oh, c'est merveilleux. Cela vous remonte et vous calme tout à la fois, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, il faut être prudent, ne pas dépasser la dose prescrite. Vous avez ici des réserves de ce produit? Craddock était certain de la réponse de Preston, qui vint aussitôt, franche et naturelle. Oui, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a une bouteille dans la plupart des placards des salles de bain. Ce qui ne simplifie pas notre travail. Bien sûr, elle a pu se servir elle-même, et si, comme je vous le disais, elle était allergique au produit, Craddock fit la moue. Preston soupira et ajouta. Vous êtes sûr de la dose qu'elle a absorbée? Oui, une dose mortelle. D'ailleurs, Madame Baldock ne prenait jamais aucun médicament, en dehors du bicarbonate ou de l'aspirine. Preston secoua la tête. C'est un problème difficile. Où a eu lieu la réception de M. Rudd et de Miss Gregg? Ici. Preston se dirigea vers le haut de l'escalier et Craddock le suivit, regardant le mur en face de lui. Un tableau y était accroché, représentant une Madone portant un enfant. Une excellente copie, pensa Craddock, ou alors une œuvre connue. La Madone, vêtue de bleu, tenait l'enfant Jésus dans ses bras et tous deux riaient. Un petit groupe, sur le côté de la toile, regardait l'enfant avec adoration. De chaque côté du tableau, 2 fenêtres étroites s'ouvraient dans le mur. L'ensemble était charmant et n'offrait rien qui pût donner à une femme l'expression de Lady of Shalott. Les invités, naturellement, montaient l'escalier? Oui, ils arrivaient par petits groupes. Pas trop à la fois. Ella Zielinski, la secrétaire de M. Rudd et moi-même, nous les guidions. Nous nous efforcions de rendre la réunion très simple et agréable. Où étiez-vous au moment de l'arrivée des Badcock? Je suis désolé, inspecteur, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. J'avais une liste de noms et j'étais obligé de sortir à la recherche des gens. Je les faisais entrer, veillais à ce qu'ils aient à boire et repartais en chercher d'autres. Je n'avais encore jamais vu Madame Badcock et elle n'était pas sur ma liste. Que savez-vous au sujet de Madame Bantry? L'ancienne propriétaire de la maison, n'est-ce pas? Il me semble qu'elle est arrivée à peu près en même temps que les Badcock. Preston réfléchissait. Le maire est venu peu après. Il portait une grande chaîne et sa femme est blonde, je m'en souviens très bien. Ce n'est pas moi qui leur ai apporté à boire. J'ai dû redescendre chercher d'autres invités. Qui s'est occupé d'eux? Je ne sais pas. Nous étions 3 ou 4 à faire le service. Tout ce que je puis vous dire est que j'ai croisé le maire dans l'escalier. Qui d'autre était dans l'escalier? Vous en souvenez-vous? Jim Galbraith, un journaliste, et 3 ou 4 personnes que je ne connais pas. 2 photographes dont l'un est du pays, sans doute, et l'autre une fille de Londres, et une spécialiste des photos à sensation. Elle avait placé son appareil dans le coin de manière à voir Miss Gregg accueillir ses invités. Et maintenant, cela me revient. C'est à ce moment qu'est arrivé Hardwicke Fenn. Qui est-ce? Preston parut choqué. Il est très connu, inspecteur. Il passe à la télévision, au cinéma. Nous ne savions même pas qu'il était dans la région. C'est sans doute un vieil ami de Miss Gregg et de M. Rudd. Il était très ami avec Marina, il y a assez longtemps de cela, du temps de son second mari. J'ignore comment il a connu M. Rudd, mais tout le monde a été ravi de le voir. Craddock aborda d'autres sujets, se renseigna minutieusement sur les rafraîchissements, leurs composants, la manière dont ils étaient servis et par qui. Les réponses qu'il obtint le confirmèrent dans la conviction que, si n'importe qui parmi les 30 personnes présentes avait pu empoisonner facilement Heather Badcock, n'importe qui aurait dû s'en rendre compte aussi aisément. C'était, pensa Craddock, prendre de bien gros risques.
Je vous remercie beaucoup, dit-il enfin. Mais j'aimerais, si possible, parler à Miss Marina Gregg. Preston secoua la tête. Je suis désolé, inspecteur, mais c'est impossible. Craddock fronça les sourcils. En êtes-vous certain? Absolument. Elle est bouleversée. Son médecin est auprès d'elle. Il a d'ailleurs rédigé un certificat. Je vais vous le montrer, je l'ai sur moi. Craddock le prit et le lut. Je vois, dit-il. Le médecin de Marina Gregg est-il auprès d'elle en permanence? Pour les acteurs, la vie est très éprouvante, très dure, et il vaut mieux, dans les grandes occasions, qu'un médecin connaissant bien leur tempérament les assiste. Maurice Gilchrist est extrêmement connu. Il soigne Miss Gregg depuis des années. Elle a été assez souvent malade ces derniers temps, comme vous avez dû l'apprendre. Elle a même été hospitalisée et n'a recouvré la santé il n'y a qu'1 an. Je vois. Preston semblait soulagé, soudain. « Voulez-vous voir Monsieur Rudd ?» demanda-t-il. « Il va revenir des studios dans une dizaine de minutes. »« Avec plaisir, et en même temps, j'aimerais parler au docteur Gilchrist. Il est ici, je vais le chercher. » Le jeune homme s'en alla et Dermot Craddock resta dans le haut de l'escalier, songeur. Le regard de terreur dont lui avait parlé madame Bantry pouvait fort bien être le produit de son imagination, mais, sans aller jusqu'à le comparer à celui de Lady of Shalott, il pouvait signifier que Marina Gregg avait vu quelque chose de gênant. Quelqu'un, par exemple, en train de gravir l'escalier et dont la venue aurait été inattendue et désagréable. Un bruit de pas fit se retourner l'inspecteur. Hayley Preston revenait avec le docteur Gilchrist. Ce dernier n'était pas du tout tel que se l'était imaginé Craddock. Rien de suave ni d'affecté dans ses gestes. Il était brusque et direct. Il portait un costume de tweed un peu voyant pour le goût anglais. Ses cheveux étaient bruns, ses yeux sombres, intelligents et observateurs. « Docteur Gilchrist, je suis l'inspecteur-chef Dermot Craddock. Pourrais-je vous dire un mot en particulier ?» Le médecin acquiesça et précéda l'inspecteur dans le couloir, presque jusqu'au bout de celui-ci, poussa une porte et s'effaça pour laisser passer Craddock. « Personne ne nous dérangera ici, » dit-il. Visiblement, la pièce servait de chambre à coucher au médecin. Elle était très confortable. Le médecin offrit une chaise et s'assit. « Je comprends, » dit l'inspecteur, « que l'état de Miss Gregg ne me permette pas de l'interroger. De quoi souffre-t-elle exactement ?»« Les nerfs. Si vous l'interrogiez en ce moment, je ne lui donnerais pas 10 minutes pour piquer une crise. Cela, je ne puis l'autoriser. Si vous désirez m'envoyer un médecin de la police, je lui expliquerai le cas. Elle n'a pas assisté à l'enquête pour les mêmes raisons. »« Et combien de temps peut durer cette crise ?» Le docteur Gilchrist regarda Craddock et lui sourit aimablement. « Si vous voulez mon opinion, ce n'est pas le médecin qui vous parle, mais l'homme. Je lui donne 48 heures pour qu'elle soit non seulement disposée, mais désireuse de vous voir. Elle ira même au-devant de vos questions. Elles sont ainsi faites. Je voudrais vous faire comprendre, inspecteur, la manière dont ces gens se comportent. La vie d'acteur exige une tension nerveuse continuelle, tension qui augmente avec la célébrité. Toute la journée, on vit sous les yeux du public. C'est un travail dur et monotone. Vous arrivez le matin, vous vous asseyez et attendez. Vous jouez votre rôle et le répétez 10, 15 fois. C'est épuisant. Bien sûr, vous vivez dans le luxe. Vous prenez des calmants, des bains parfumés, vous avez des crèmes et des fards, et aussi l'attention de votre médecin. Vous avez des réceptions, mais toujours le public vous observe. Pas de repos vrai, pas le droit de vous amuser tranquillement, pas de détente. C'est une chose que je puis fort bien comprendre. Et, reprit Gilchrist, si vous adoptez cette carrière, et que vous y réussissiez tant soit peu, c'est que vous appartenez à un certain type d'individu. Je l'ai souvent remarqué au cours de ma vie. Ces gens sont toujours en proie à l'appréhension. Ils ont peur de ne pas se montrer à la hauteur de ce qu'on leur demande. On dit que les acteurs des deux sexes sont prétentieux. C'est faux.
Leur personnalité les obsède peut-être, mais ce n'est pas de la suffisance, car ils ont toujours besoin de réconfort, d'aide morale. Demandez à Jason Rudd, il vous dira la même chose. Il faut sans cesse leur donner confiance en eux, empêcher le doute de s'emparer de leur esprit. D'un point de vue purement humain, ils vivent sur leurs nerfs. Ils sont tout en nerfs. Et plus ils sont nerveux, meilleurs sont leurs résultats professionnels. C'est très intéressant, coupa Craddock, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. J'essaye simplement de vous faire comprendre, Marina Gregg. Vous avez certainement dû la voir à l'écran. Oui, une excellente actrice. Elle a tout, la beauté, la personnalité, le talent. Et pour rendre toutes ces qualités, il lui faut travailler avec acharnement. Cela la détraque nerveusement et physiquement. Elle n'est pas très forte. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Souvent par sa faute, mais pas toujours. Aucun de ses mariages n'a été heureux, à part le dernier. Son mari l'aime tendrement et l'aimait déjà depuis des années. Elle s'est réfugiée dans cet amour et semble heureuse. Du moins, pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps cela durera. L'inconvénient, avec elle, c'est que, ou bien elle est convaincue d'être à un tournant de sa vie, où tout ressemble à un conte de fées, où tout est merveilleux, où rien de mal ne pourra plus lui arriver. Ou bien il lui semble que tout est perdu, que sa vie est ruinée, qu'elle n'a jamais connu l'amour et ne le connaîtra jamais. Si seulement elle pouvait s'arrêter à mi-chemin, ajouta Gilchrist durement. Entre les deux tendances, ce serait merveilleux pour elle. Et le monde perdrait une grande actrice. Un silence tomba. Craddock se demandait pourquoi Gilchrist lui avait offert une analyse aussi complète du caractère de Marina Gregg. Gilchrist le regardait, attendant une question. Dermot commença à parler lentement. Cette tragédie, sous son toit, l'a sans doute profondément bouleversée. Oui. De façon excessive? Cela dépend. Dépend de quoi? De la raison qu'elle avait d'être bouleversée. Je suppose, dit Dermot, prudent, qu'elle a éprouvé un rude choc de cette mort soudaine survenue au beau milieu de la réception. Le visage de Gilchrist restait impassible. Peut-être, continua Dermot, s'agit-il de quelque chose de plus grave? On ne peut pas prévoir la réaction des gens, inspecteur. Il est déjà tellement difficile de les connaître. Ils nous surprendront toujours. Marina est une créature au cœur assez tendre. Elle a pu éprouver de la pitié pour cette femme, ou peut-être, par ennui, et a-t-elle choisi, inconsciemment, de dramatiser la situation, de se jouer la comédie? Dermot décida d'empoigner le taureau par les cornes. « J'aimerais, dit-il, savoir ce que vous en pensez réellement, docteur. » « Je ne sais pas. C'est difficile. Il existe un code des relations entre médecins et patients, comprenez-vous. Vous a-t-elle dit quelque chose? Je ne crois pas que je puisse me permettre d'aller aussi loin. Marina Gregg connaissait-elle Heather Badcock? L'avait-elle déjà rencontrée? Non, je ne le pense pas. À mon avis, cela n'a rien à voir avec Heather Badcock. Et cette drogue, ce calmo, Marina s'en sert-elle? Pratiquement tout le temps. Tout le monde en fait autant, ici, ajouta Gilchrist. Ella Zelinsky, Hayley Preston, tout le monde en prend. C'est une mode. Je n'en prescris pas plus qu'il n'en faut, mais lorsqu'on s'en sert raisonnablement, ce n'est pas dangereux. Cela aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. J'aimerais savoir, dit Craddock, ce que vous essayez de m'expliquer. À vrai dire, en ce moment, je cherche où est mon devoir. Il est double. Il y a celui du médecin vis-à-vis de son patient, qui doit tenir pour confidentiel tout ce que celui-ci lui dit. Mais il existe aussi un autre point de vue. On peut imaginer que le patient court un danger, et mon rôle est alors de l'en préserver. Gilchrist s'arrêta. Craddock attendit la suite. Oui, reprit le médecin. Je vais vous demander, tout d'abord, inspecteur, de tenir secret ce que je vais vous dire. Non pas pour vos collègues, bien sûr,
mais aux yeux du monde, et tout particulièrement à ceux des habitants de cette maison. Le pouvez-vous ? Je ne puis rien promettre. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Cependant, d'une manière générale, j'accepte. C'est-à-dire que je garderai de préférence pour moi et mes collègues toute information que vous pourrez me fournir. Alors, écoutez. Cela signifie peut-être rien. Les femmes, lorsqu'elles sont dans l'état d'énervement de Marina Gregg, disent n'importe quoi. Je vais quand même vous rapporter ses propres paroles. Elle a eu une crise après l'accident, et elle m'a fait demander. Je lui ai donné un sédatif et suis resté derrière elle, lui tenant la main et lui parlant pour la calmer. Et sur le point de sombrer dans l'inconscience, elle m'a déclaré « Docteur, cela m'était destiné. » Elle vous a dit cela, et ensuite, le lendemain, elle n'en a jamais reparlé. J'y ai fait allusion une fois, mais elle m'a répondu que j'avais dû me tromper, que jamais elle n'avait dit une chose semblable. Mais vous êtes certain qu'elle le pensait ? Elle le pensait parfaitement, ce qui ne veut pas dire que ce soit vrai. J'ignore si l'on visait Heather Badcock ou elle. Vous le saurez mieux que moi, sans doute. Tout ce que je puis vous dire, c'est que Marina Gregg croyait fermement que le poison lui était destiné. Craddock resta silencieux quelques instants. « Merci, docteur. J'ai apprécié ce que vous m'avez appris et je comprends vos motifs. Si ce que Marina vous a déclaré est vrai, elle serait donc encore en danger ? » ?»« Exactement, inspecteur. »« Avez-vous une raison de le craindre ? » ?»« Non. » »« Ni aucune idée de ce qui lui a fait dire cela ? » ?»« Non plus. »« Merci. » Craddock se leva. « Une chose encore, docteur. Savez-vous si elle a dit la même chose à son mari ? » Gilchrist secoua négativement la tête. « Non, j'en suis absolument sûr. Elle ne lui a rien dit. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Dermot quelques instants. Il s'inclina légèrement. « Vous n'avez pas besoin de moi, inspecteur ? » dit-il. « Je vais donc retourner voir ma patiente. Vous lui parlerez dès que ce sera possible. » Il sortit, et Craddock resta sur place, sifflotant doucement. Chapitre 10. Jason est rentré, inspecteur. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous mener à son bureau, dit Haley Preston. Le bureau de Jason Rhodes était confortablement meublé, sans luxe excessif. Rhodes était assis à son bureau. Il se leva à l'entrée de Craddock. Si la pièce n'avait pas beaucoup de personnalité, pensa l'inspecteur, ce n'était pas le cas de son occupant. Il ne serait pas facile de lire les pensées de cet homme. Au cours de sa carrière, Craddock avait rencontré et jugé pas mal d'individus, et la plupart du temps, il avait su déchiffrer et analyser leurs réactions et leurs personnalités. Mais il comprit qu'avec Rhodes, il ne découvrirait que ce que celui-ci voudrait bien lui laisser entrevoir. Ses yeux, profonds et intelligents, voyaient tout mais ne laissaient rien voir. Le visage, mobile, savait être repoussant ou séduisant, à volonté. Il allait falloir, pensa Craddock, écouter très attentivement et prendre des notes. « Je suis désolé, inspecteur, de vous avoir fait attendre, mais j'ai été retenu au studio. Voulez-vous boire quelque chose ? » ?»« Non, merci, pas pour l'instant. » Rhodes eut un sourire ironique. « Je vois, c'est une maison où il vaut mieux ne pas accepter à boire, n'est-ce pas ? » ?»« Ce n'est pas tout à fait cela. » »« Je m'en doutais. Mais que voulez-vous savoir ? » Monsieur Preston a répondu à toutes les questions que je lui ai posées. « Et cela vous a-t-il aidé ? » ?»« Pas autant que je l'espérais. J'ai aussi vu le docteur Gilchrist, et il m'a mis au courant de l'état de votre femme. »« Marina, dit Rhodes, est extrêmement sensible et nerveuse. Et un meurtre, vous l'admettrez, est une raison valable pour une crise de nerfs. De toute manière, je ne pense pas que ma femme puisse vous apprendre plus que je ne pourrais le faire moi-même. Lorsque la chose s'est produite, j'étais à ses côtés, et je suis bien meilleur observateur qu'elle. J'aimerais savoir, tout d'abord, et on a dû déjà vous poser la question, si vous ou votre femme
avait déjà eu des rapports avec Heather Badcock. Jason Rhodes secoua la tête. Non, je n'ai jamais rencontré cette femme. J'ai reçu d'elle 2 lettres au sujet de l'association de Saint John, mais je ne l'ai vue, personnellement, pour la première fois, que 5 minutes avant sa mort. Elle a pourtant déclaré avoir rencontré votre femme. Il y a 12 ou 13 ans, je crois, aux Bermudes, au cours d'une garden party au profit des ambulanciers, fête qu'inaugurait ma femme. Dès que madame Badcock est entrée, elle s'est lancée dans une longue histoire, et elle a raconté à Marina comment, bien qu'elle ait été malade à ce moment-là, elle s'était levée pour assister à la fête et lui demander un autographe. Le sourire ironique de Jason réapparut. Et je dois dire, inspecteur, que cela n'a rien de bien extraordinaire. Des centaines de personnes font leur possible pour obtenir un autographe de ma femme, et ils considèrent ce moment, chose curieuse, comme l'événement majeur de leur vie. Mais, vous en conviendrez, ma femme ne peut pas se souvenir de l'un de ces chasseurs d'autographes en particulier. Et franchement, madame Badcock lui était inconnue. Je le comprends très bien. Mais, monsieur, un témoin m'a déclaré avoir remarqué que votre femme, alors qu'elle parlait à Heather Badcock, semblait légèrement distraite. C'est fort possible. Marina n'est pas très résistante. Et bien qu'elle soit habituée aux réceptions et qu'elle sache remplir presque mécaniquement ses devoirs mondains, il lui arrive, après une journée chargée, de se laisser un peu aller. Peut-être cela a-t-il été le cas. Pour ma part, je dois avouer n'avoir rien remarqué. Effectivement, il me semble me souvenir qu'elle n'a pas répondu très rapidement à madame Badcock. Je crois même que je l'en ai avertie, discrètement. Son attention a peut-être été attirée ailleurs. C'est possible, mais je pense qu'il s'agissait plutôt d'une légère fatigue. Cradock resta silencieux quelques minutes. Il regardait par la fenêtre le parc et les bois entourant Gossington, observait les tableaux décorant les murs de la pièce pour se tourner enfin vers Rhodes. L'expression de celui-ci était attentive, sans plus. Il semblait courtois et parfaitement à son aise, bien que, Cradock en était persuadé, cela ne devait pas être le cas. C'était un homme exceptionnel, et il ne dirait que des phrases soigneusement préparées, à moins de mettre carte sur table. N'avez-vous pas pensé que la mort de Heather Badcock pouvait être une erreur? Que la personne visée, en fait, était votre femme? Il y eut un silence. L'expression de Rhodes resta la même, et après un profond soupir, il finit par parler très calme. Oui, vous avez parfaitement raison, inspecteur. J'en suis persuadé depuis le début. Mais vous n'en avez rien dit, ni à l'inspecteur Cornish, ni à l'enquête. Pourquoi? Je pourrais vous répondre que, de ma part, il s'agissait d'une supposition ne reposant sur aucune preuve. Les faits qui m'ont amené à cette conclusion étaient accessibles également à la justice, et celle-ci est mieux qualifiée que moi pour juger. Personnellement, je ne sais rien de madame Badcock. Elle avait peut-être des ennemis, et on a pu profiter de cette occasion pour l'empoisonner, bien que le moment semble curieusement choisi. Mais c'est peut-être, en fait, parce que, au cours d'une réunion publique, le nombre considérable de personnes présentes rend l'enquête plus difficile. Tout ceci est vrai. Mais je vais être franc avec vous, inspecteur. Ce n'est pas pour cela que j'ai gardé le silence. Je n'ai pas voulu que ma femme sache qu'elle avait failli se faire empoisonner, qu'elle avait frôlé la mort. C'eût été un choc trop brutal. Je vous remercie de votre franchise, bien que je ne comprenne pas très bien les raisons de votre silence. Non? C'est difficile à expliquer. Il faudrait que vous connaissiez Marina. Elle a besoin de bonheur et de sécurité. Si elle est parvenue au succès matériel et artistique, elle n'a jamais été heureuse sur le plan personnel. Elle a cru, plusieurs fois, trouver le bonheur, mais c'était pour le reperdre aussitôt et voir anéantis tous ses espoirs. Elle est incapable d'avoir, de la vie, une idée raisonnable et prudente. Au cours de ses précédents mariages, comme une enfant, elle a cru pouvoir vivre heureuse jusqu'à la fin,
Rudd sourit, et son visage laid s'imprégna soudain d'une étrange tendresse. Mais le mariage n'a rien à voir avec le bonheur éternel. Il est déjà beau d'arriver à mener une vie calme, faite d'affection et de tendresse tranquille. Peut-être êtes-vous marié ? Je n'ai pas cette bonne ou mauvaise fortune. Dans notre monde, celui du cinéma, les actrices se marient souvent, parfois de manière heureuse, parfois désastreuse, mais rarement pour longtemps. Et Marina s'est imprégnée de l'idée qu'elle n'avait pas de chance. Toute sa vie, elle a cherché avec désespoir les mêmes choses. L'amour, l'affection, la sécurité. Par-dessus tout, elle a voulu avoir des enfants, avec tellement de force que, d'après un spécialiste, cela rendait la chose impossible. Un médecin célèbre lui conseilla d'en adopter un car, disait-il, cela atténuerait son intense désir de maternité et lui permettrait, par la suite, d'en avoir un normalement. Elle en a donc adopté 3, et elle fut heureuse pendant un certain temps. Mais ce n'était pas encore cela, et vous pouvez vous imaginer sa joie immense lorsqu'elle apprit qu'elle en attendait un. Bien à elle. Mais, vous le savez peut-être, le résultat fut tragique. L'enfant, un garçon, était anormal. Un idiot. Marina eut une dépression nerveuse et resta malade des années, enfermée dans un hôpital. Elle a recouvré sa santé, mais très lentement. Nous nous sommes mariés peu après, et elle reprend goût à la vie. Elle croit même pouvoir être heureuse. Il a été difficile d'abord de décrocher un contrat pour un film. Tout le monde pensait qu'elle ne tiendrait pas le coup physiquement. Il a fallu que je livre bataille. Mais je suis parvenue à un résultat. Nous commençons à tourner. En même temps, nous avons acheté cette maison et nous l'avons fait transformer. Dernièrement, Marina me disait combien elle était heureuse et combien elle se sentait prête à mener une vie normale, chez elle. Bien sûr, comme d'habitude, elle s'est montrée un peu trop optimiste, mais sa joie était réelle. Pour la première fois, je la croyais calme et tranquille. Tout allait bien jusqu'à... Rudd s'arrêta et reprit, la voix amère. Jusqu'à ce que cette femme vienne se faire tuer ici. Le choc était déjà suffisant pour que je ne prenne pas le risque que Marina apprenne qu'en fait, on en voulait à sa vie. Ce second choc eût peut-être été fatal. Il regarda Dermot en face. Comprenez-vous, maintenant ? Je vois ce que vous voulez dire. Mais n'oubliez-vous pas un aspect de la question ? Vous êtes convaincu que l'on a tenté d'empoisonner votre femme. Ne pensez-vous pas que le danger subsiste ? Si une première tentative a échoué, ne sera-t-elle pas répétée ? J'ai envisagé le cas. Me voici prévenu et je vais prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ma femme. L'important, je pense, est qu'elle-même ne soupçonne pas le danger qui la menace. « Et vous pensez, dit Dermot avec précaution, qu'elle n'en sait rien ? J'en suis certain. C'est une idée qui ne lui viendra jamais. Vous l'avez bien eue, cependant. Cela n'a rien à voir. C'était la seule solution logique. Or, ma femme n'est pas logique, et elle est incapable de penser qu'on ait voulu se débarrasser d'elle. Peut-être avez-vous raison, dit lentement Dermot. Mais il nous reste plusieurs points à éclaircir. D'abord, qui soupçonnez-vous ? Je ne sais pas. Pardonnez-moi, monsieur Rudd. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas répondre ? Je ne sais pas. D'un côté, il me semble impossible, tout comme elle le penserait d'ailleurs, qu'on ait voulu supprimer ma femme. D'autre part, les faits le prouvent. C'est ce qui s'est produit. Voulez-vous m'exposer les faits tels que vous les avez constatés ? Oui, c'est assez clair. Je me suis servi d'un pot où le cocktail était tout préparé pour verser 2 daiquiris. J'en ai donné un à Marina et un à Madame Badcock. Je pense que celle-ci s'est déplacée alors pour aller parler à une amie. Lorsque sont arrivés le maire et sa femme, Marina avait son verre à la main. Elle l'a posé, encore plein, sur une table, pour les recevoir. Puis d'autres invités sont arrivés. Un vieil ami que nous n'avions pas vu depuis des années, des habitants du pays
et des gens du studio. Pendant ce temps-là, le verre était resté sur une table derrière nous, parce que nous nous étions rapprochés de l'escalier. 2 photographes prenaient des photos de ma femme en train de parler au maire, à la requête de la presse locale. J'ai été chercher alors des rafraîchissements pour les nouveaux venus, et c'est à ce moment que le verre de ma femme a dû être empoisonné. Ne me demandez pas comment cela a été fait. Cela a sûrement été difficile. D'autre part, si quelqu'un a eu le cran d'agir devant tout le monde, il est étonnant de constater que personne ne l'a remarqué. Vous me demandez si j'ai des soupçons. Tout ce que je peux vous dire est que, parmi les 30 personnes présentes, l'une d'entre elles a nécessairement empoisonné le verre de ma femme. Mais les gens se déplaçaient par petits groupes, discutant ou commentant les changements apportés à la maison. J'ai réfléchi longtemps, en vain. Je n'ai rien trouvé qui puisse diriger mes soupçons. Rudd s'arrêta de parler et fit entendre un soupir d'énervement. « Je comprends, » dit Dermot. « Continuez, s'il vous plaît. »« On a déjà dû vous raconter la suite. »« Oui, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. » Je suis revenu vers l'escalier. Ma femme venait juste de reprendre son cocktail, et c'est à ce moment que quelqu'un a bousculé madame Badcock, dont le verre tomba à terre. Marina a rempli son rôle d'hôtesse. Sa robe était tachée, mais elle a affirmé que cela n'avait aucune importance, et a même essuyé celle de madame Badcock avec son mouchoir. Puis elle lui a offert son verre, auquel elle n'avait pas touché. Je me souviens même l'avoir entendue dire qu'elle-même avait déjà trop bu. Voilà. Mais je puis affirmer que le poison n'a pas été versé après, parce que madame Badcock a aussitôt bu son cocktail. 5 minutes plus tard, elle était morte. Je me demande ce qu'a bien pu penser le meurtrier en voyant comment les choses avaient tourné. Vous avez pensé tout cela sur le moment ? Bien sûr que non. J'ai d'abord cru, naturellement, que cette femme avait eu une attaque. L'idée d'empoisonnement vous serait-elle venue, à vous ? Je ne le pense pas. Votre récit est clair et vous semblez sûr des faits. Vous ne suspectez personne, dites-vous. Et cela, je ne l'accepte pas. C'est pourtant la vérité. Laissez-moi alors vous montrer l'affaire sous un angle différent. Qui peut-on vouloir à votre femme ? Quels ennemis a-t-elle ? Jason Rudd fit un geste expressif de la main. Ennemi ? Qu'est-ce qu'un ennemi, au juste ? Dans notre monde, l'envie et la jalousie se rencontrent à chaque pas. Il y a toujours des gens qui diront du mal de vous, mais ils n'iront pas pour cela jusqu'au meurtre. Sans doute. Mais votre femme n'a-t-elle jamais eu, dans le passé, d'histoire d'amour ? Cela s'est certainement produit. Marina a pu maltraiter un homme dans sa vie, mais je suis certain que l'explication n'est pas là. Et les femmes ? Ne peut-il pas y en avoir une qui ait gardé une haine tenace au cœur ? La jalousie, peut-être ? Avec les femmes, on ne sait jamais. Mais j'ai beau chercher, je n'en vois pas. Qui aurait avantage, financièrement, à la mort de votre femme ? Différentes personnes, mais dans des proportions modestes. Moi, tout d'abord, en tant que mari et, sous un angle différent, l'actrice qui la double dans le film que nous tournons. Alors, dit Dermot, n'entrons pas dans ces détails pour l'instant. J'ai votre assurance que Marina n'apprendra pas le danger qu'elle court. Vous prenez là un risque considérable. Cependant, la chose n'a pas tellement d'importance tant que votre femme est sous surveillance médicale. J'aimerais, en outre, que vous m'établissiez, avec le plus grand soin, par écrit, la liste de toutes les personnes présentes, aussi bien en haut que celles montant l'escalier au moment du drame. Je ferai de mon mieux, mais vous auriez intérêt à consulter ma secrétaire, Ella Zelinsky. Sa mémoire est meilleure que la mienne, et elle possède la liste des invités. Peut-être aimeriez-vous la voir tout de suite ? Avec le plus grand plaisir. Chapitre 11 1. Ella Zelinsky, trop naturelle pour être vraie, pensa Dermot, le regardait calmement au travers de ses énormes lunettes à monture de corne. D'un geste calme et professionnel, elle retira la feuille de la machine à écrire
et la lui tendit. « Je suis sûre de n'avoir oublié aucun nom, dit-elle. Mais il est possible qu'une ou deux personnes, des gens du pays, qui figurent sur cette liste, ne soient pas venues, soit qu'elles aient quitté la fête de bonne heure, soit qu'on ne les ait pas trouvées dans le parc. Mais en tout cas, tout y est. Merci. En quoi consiste exactement votre travail ? Êtes-vous, si j'ose m'exprimer ainsi, l'officier de liaison entre les studios et Gossington Hall ? Non, je n'ai aucun rapport avec les studios, bien que je reçoive les communications télégraphiques ou téléphoniques qui en proviennent. Je m'occupe de la vie sociale privée de Miss Gregg, de ses rendez-vous et aussi, dans une certaine mesure, de la bonne marche de la maison. Ce travail vous plaît-il ? Il est très bien payé et assez intéressant, mais ce meurtre me surprend. Vous n'y croyez pas beaucoup ? Tellement peu que j'allais vous demander si vous êtes certain que ce soit un meurtre. 6 fois la dose normale de diéthymexine machin peut difficilement signifier autre chose. Il peut s'agir d'un accident. Comment l'expliqueriez-vous ? Assez facilement. La maison est pleine de médicaments de toutes sortes. Je ne dis pas de drogue, mais de médicaments vendus en pharmacie, dont la dose mortelle est assez proche de la dose normale. Et ces gens de cinéma ou de théâtre présentent souvent de curieuses failles dans leur intelligence. Plus ils ont de génie, moins ils ont de bon sens. Peut-être. Ils transportent toujours sur eux des fioles, des cachets, des poudres, des pilules. Ne pensez-vous pas qu'en prenant un tranquillisant par-ci et un remontant par-là, ils peuvent arriver à tout mélanger ? Je ne vois pas le rapport, dans le cas présent. Bon, alors imaginez que l'un des invités ait eu besoin de prendre un sédatif, et que, soit en parlant, soit parce qu'il ou elle ne se souvenait pas de la dose exacte, il en ait versé trop dans son verre et se soit éloigné quelques instants. Cette femme, dont le nom m'échappe, a fort bien pu prendre le verre croyant que c'était le sien et le boire. Cela semble vraisemblable, possible. Vous ne pensez pas, alors, qu'Heather Badcock a été délibérément empoisonnée ? D'après vous, elle s'est tout simplement trompée de verre. Cela me semble plus que probable. Dans ce cas, dit Dermot avec précaution, cela aurait été le verre de Marina Craig. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, car Marina lui a offert son cocktail. Ou, du moins, ce qu'elle pensait être son cocktail, corrigea Ella Zielinski. Vous n'avez pas encore vu Marina. Elle est très distraite. Elle a pu prendre n'importe quel verre, croyant que c'était le sien. Je le lui ai déjà vu faire plusieurs fois. Eust-elle de calmos ? Oui, comme nous tous ici. Vous aussi, Miss Zielinski ? Cela m'est arrivé. On se laisse entraîner à faire comme les autres, comprenez-vous. J'ai hâte de pouvoir parler à Miss Gregg. Son état nerveux déficient durera sans doute longtemps. Elle a un tempérament à tout dramatiser, et ce crime la bouleverse. Ce qui n'est pas votre cas, mademoiselle ? Lorsque tout le monde autour de soi est dans un continuel état d'agitation, on a tendance à prendre le contre-pied. C'est une défense. Est-il difficile de travailler pour Miss Gregg ? La question de Dermot Craddock était un test. Si Ella Zielinski lui demandait quel rapport cela présentait avec le meurtre, il serait forcé de reconnaître qu'il n'y en avait aucun, mais peut-être éprouverait-elle une certaine satisfaction à parler de Marina, à lui dire ce qu'elle en pensait. C'est une grande artiste. Elle a un magnétisme qui s'exprime de manière extraordinaire sur l'écran. À cet égard, c'est presque un privilège de travailler pour elle. Mais, en tant qu'individu, elle est infernale. Ah ? Elle n'a aucun sens de la mesure. Ou elle est aux anges, ou elle est triste à en mourir. Elle exagère toujours tout, et il y a de nombreux sujets qu'il ne faut pas évoquer en sa présence, si l'on ne veut pas la bouleverser. Lesquels ? Crise de nerfs, sanatorium. Cela se comprend, me direz-vous. Il ne faut jamais non plus parler d'enfants.
D'en voir un ou de savoir que des gens sont heureux à cause d'eux la détraque complètement. Elle devient malheureuse dès qu'elle apprend que quelqu'un va avoir un bébé. Elle n'a jamais pu en avoir un second elle-même, et le premier est anormal. Peut-être le saviez-vous déjà ? Je l'ai entendu dire. C'est bien triste. Mais dans quelques années, elle finira par oublier. Jamais. C'est une obsession qu'elle entretient. Qu'en pense M. Rudd ? Ce n'est pas son fils. Le père est le dernier mari de Marina. Isidore Wright. Son dernier mari ? Et où est-il, maintenant ? Il s'est remarié et habite la Floride. D'après vous, Marina Gregg s'est-elle fait beaucoup d'ennemis dans sa vie ? Beaucoup, non. Pas plus que les autres. Savez-vous si elle a peur de quelqu'un ? Marina ? Peur de quelqu'un ? Je ne le pense pas. Pourquoi aurait-elle peur ? Je ne sais pas, dit Dermot en ramassant la liste de noms sur la table. Merci beaucoup, mademoiselle. Si j'ai besoin d'autres renseignements, pourrais-je revenir ? Mais bien sûr, nous sommes tous prêts à vous aider de notre mieux. 2. Alors, Tom, quoi de neuf ? Demanda Craddock au sergent Tidler. Qu'avez-vous appris de beau ? Les deux hommes étaient assis à l'auberge du Blue Boar et Tidler revenait des studios où il avait passé la journée. Pas grand-chose, dit Tidler. Peu de bavardage, pas de bruit prometteur. Seulement 1 ou 2 suppositions de suicide. De suicide ? Pourquoi ? Il y en a qui pensent qu'elle s'est querellée avec son mari et qu'elle a cherché à lui faire peur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle aurait été jusqu'au bout. Je ne vois pas où cela nous mènera. Moi non plus. En réalité, personne ne sait rien. La seule chose qui les intéresse, c'est leur travail. L'atmosphère est technique là-dedans. Les prises de vue ou le tournage, je ne sais pas comment cela s'appelle, doivent continuer. On se demande quand Marina va revenir tourner. Elle a déjà esquinté un film, 1 ou 2 fois, en piquant une crise de nerfs. Est-elle aimée, là-bas ? On la prend pour une sacrée empoisonneuse, mais, malgré tout, quand elle veut s'en donner la peine, elle les fascine. Son mari est fou d'elle, en plus. Et de lui, qu'en pense-t-il ? Il le considère comme le meilleur directeur ou producteur, je ne sais pas, qui ait jamais existé. Vous n'avez pas entendu dire qu'il ait eu des aventures avec une actrice ou une autre femme ? Non, pas la moindre allusion de ce genre. Pourquoi ? Vous croyez que ce serait possible ? Je me le demande. Marina Gregg est convaincue que c'est elle qu'on a voulu empoisonner. Et c'est vrai ? Très certainement. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Elle ne l'a dit qu'à son médecin et pas à son mari, et c'est cela qui est curieux. Elle a pu penser que son mari était coupable. D'ailleurs, le médecin avait l'air bizarre en m'en parlant. J'ai pu l'imaginer, mais cela m'étonnerait. Je n'ai rien entendu de ce genre, au studio. Elle-même n'a pas eu d'histoire avec un autre homme ? Non, elle semble attachée à Rod. Pas de petites allusions intéressantes sur son passé ? Tidler fit la grimace. Rien que vous ne puissiez lire dans une revue de cinéma chaque jour. Il faudrait que j'en consulte quelques-unes pour me mettre dans le bain. Je me demande, ajouta Dermot, songeur, si Miss Marple en a chez elle. La vieille dame qui habite la maison à côté de l'église ? Oui. À ce qu'on dit, elle est drôlement forte. Il paraît qu'elle est au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Elle n'est peut-être pas très calée en cinéma, mais elle pourra certainement vous renseigner sur les Badcock. Les choses ne sont plus aussi simples qu'auparavant. Il y a de nouvelles maisons, les lotissements du quartier neuf, maintenant. C'est de là que viennent les Badcock, et ils y habitent depuis peu. Je n'ai pas appris grand-chose sur les gens du pays, bien sûr, dit Tidler. Je me suis surtout occupé de la vie privée des actrices, vous me comprenez ? Vous n'avez presque rien rapporté, dit Dermot, bougon. Rien au sujet de Marina. Elle s'est mariée plusieurs fois. La première avec un type très ordinaire, un agent immobilier. Elle ne l'a pas trouvé assez reluisant et s'en est débarrassée pour épouser un comte ou un prince étranger.
Cela n'a pas duré longtemps, mais il n'y a pas eu de dégâts non plus. Elle l'a lâché pour passer au troisième. Un acteur, Robert Truscott. La grande passion, paraît-il. Elle ne voulait pas le perdre, celui-là. Mais il a fallu qu'elle s'y résigne, à la fin. Une grosse pension alimentaire. Ensuite, 1 ou 2 ans plus tard, deuxième grand amour. Isidore je ne sais quoi, un auteur de pièces de théâtre. Une vie mouvementée, dit Dermot. La journée est terminée, maintenant. Demain, un travail difficile nous attend. Lequel ? Il va falloir vérifier une liste que j'ai ici. Sur une 30aine de noms, on va procéder à une première élimination, et ensuite, nous chercherons parmi ceux qui resteront celui qui nous intéresse. Monsieur X. Et vous n'avez aucune idée sur cette X ? Pas la moindre, si ce n'est pas Jason Road, ajouta Dermot avec un sourire ironique. Je vais aller voir Miss Marple. Elle me donnera des renseignements sur les gens du pays. Chapitre 12. Miss Marple menait son enquête à sa façon, très personnelle. « Je vous remercie beaucoup, Madame Jameson. C'est très aimable de votre part. C'est tout naturel. Vous voulez sans doute les plus récents numéros ? Non pas. Ce sont au contraire les plus vieux qui m'intéressent. Très bien, alors gardez-les autant qu'il vous plaira. Mais c'est trop lourd pour vous. Jenny, où en est votre permanente ? Je viens de faire un rinçage, Madame Jameson, et la cliente est sous le casque. Dans ce cas, ma petite, vous allez accompagner Miss Marple et l'aider à porter ses revues. Mais non, Miss Marple, cela ne nous dérange pas du tout. C'est un plaisir de vous obliger. Comme les gens sont aimables, pensa Miss Marple, surtout lorsqu'ils vous connaissent presque depuis leur naissance. Le lendemain matin, Jerry se préparait à passer l'aspirateur dans le salon lorsqu'elle remarqua les lectures de Miss Marple. « Tiens, qu'est-ce que c'est ?»« J'essaye, dit Miss Marple, de me tenir au courant en matière de cinéma. » Elle laissa de côté les nouvelles de l'écran et prit parmi les stars. « C'est très intéressant. On y retrouve tellement de choses. » Elles doivent mener une vie fantastique, ces artistes. Oui, très spéciale, du moins. Plutôt soudain, votre intérêt, Miss Marple. C'est-à-dire que j'éprouve des difficultés à tricoter. Bien sûr, ces revues ne sont pas imprimées en gros caractères, mais avec de bonnes lunettes. Chéri la regardait, l'œil rond. Vous me surprendrez toujours. Vous avez constamment de nouveaux sujets d'intérêt. Je m'intéresse à tout. Il n'y a pas de sujet neuf. Je me préoccupe surtout de la nature humaine, comprenez-vous. Et celle-ci est la même, qu'il s'agisse d'une actrice, des habitants de Sainte-Marie-Mède, ou même de ceux du quartier neuf. Je ne vois pas de rapport entre une actrice et moi, dit Jerry en riant. C'est depuis que Marina Gregg et son mari sont arrivés à Gossington que vous vous lancez dans le cinéma ? Oui, et en plus, le triste accident qui a eu lieu là-bas. Madame Badcock, pas de chance, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous au... Miss Marple allait dire au quartier neuf, mais elle termina autrement sa phrase. Vous et vos amis. C'est dégoûtant. Cela ressemble à un meurtre, n'est-ce pas ? Bien que la police ne soit pas assez franche pour le dire. Je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. En tout cas, ce n'est pas un suicide. Pas avec Heather Badcock. Vous la connaissiez bien ? Très peu, à vrai dire. Elle cherchait toujours à vous inscrire à tel ou tel groupe, à vous faire participer à des réunions. Trop énergique. D'ailleurs, je pense que cela fatiguait son mari de temps en temps. Elle n'avait pas d'ennemis déclarés. Il y a des gens qu'elle barbait, parfois, mais, à part son mari, je ne vois pas qui aurait pu vouloir sa mort. Il a l'air très doux. Cependant, on ne sait jamais. Pauvre Madame Badcock, dit Miss Marple. Et les gens disent qu'il était nerveux le jour de la fête, avant l'accident. C'est toujours ce que l'on raconte après. Mais, selon moi, il a l'air en bien meilleure forme, maintenant. Réellement, personne ne pense, en fait,
qu'il soit coupable. Mais si ce n'est pas lui, qui est-ce? Cela peut très bien être un accident, après tout. Cela arrive. On connaît bien les champignons, par exemple. On va en ramasser et, dans le tas, il y en a un mauvais. On se tord de douleur pendant des heures et on a de la chance si le médecin arrive à temps. Un accident, dit Miss Marple, songeuse. Cela serait la meilleure solution. Je dois avouer que, dans le cas d'Ever Badcock, je ne crois pas au meurtre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est impossible, car rien ne l'est. Je pense plutôt que la vérité est quelque part par là. Miss Marple chercha dans la pile de magazines et en prit un autre. Vous avez déjà une idée? Non, j'essaye seulement de me mettre dans l'ambiance, de trouver de ces petits détails qui pourraient m'aider. Miss Marple se replongea dans sa lecture et Cherry monta passer l'aspirateur au premier étage. Le visage de Miss Marple avait retrouvé des couleurs et ses yeux brillaient d'intérêt. Elle devenait un peu sourde et n'entendit pas marcher dans l'allée du jardin. Elle ne se retourna que lorsqu'une ombre légère voila la page qu'elle lisait. Dermot Craddock la regardait en souriant. « Plongée dans les travaux domestiques, à ce que je vois, dit-il. « Comme je suis contente, inspecteur Craddock. Voulez-vous une tasse de café? Un verre de sherry? Un sherry, s'il vous plaît. Ne vous dérangez pas, j'y vais. » Dermot s'en alla et revint quelques instants plus tard. « Alors, dit-il, trouvez-vous beaucoup d'idées dans tout cela? »« Trop, même. Je ne me choque pas facilement, mais je dois avouer que je le suis un peu par ce que je lis. »« Par la vie privée des actrices? »« Oh, non, pas par cela. Étant donné les circonstances et l'argent mis en jeu, tout semble naturel. Ce qui me gêne, c'est la manière dont c'est écrit. Je suis vieux jeu, peut-être, mais je pense que cela ne devrait pas être permis. Vous devez trouver que je suis idiote de lire ces articles, mais j'éprouve le besoin de me plonger dans l'atmosphère même des choses, et ce n'est pas en restant assise chez moi à ne rien faire que j'y parviendrai. C'est mon avis, et je viens vous voir pour cela. Croyez-vous, mon cher garçon, que vos supérieurs approuveraient votre visite? Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. J'ai là une liste, celle des gens présents au moment de la mort d'Ever Badcock. Nous avons déjà procédé à quelques éliminations. Le maire et sa femme, un conseiller municipal et sa femme, et beaucoup de gens du pays, à l'exception, cependant, du mari. Ce sont ces individus que vous avez toujours suspectés, si j'ai bonne mémoire. À quel mari faites-vous allusion, mon garçon? D'après vous, demanda Dermot, la regardant attentivement. Jason Rudd? Ah, vous raisonnez comme moi. Je ne pense pas que ce soit Badcock, parce que, à mon avis, ce n'est pas à sa femme qu'on en voulait. La victime aurait dû être Marina Gregg. C'est presque sûr. Oui, je vais vous donner un aperçu de ce que j'ai appris et ensuite nous passerons à la liste. Craddock résuma la situation et exhiba sa liste. Le nom du coupable doit se trouver ici. Mon grand-père, Sir Henry Clavering, m'a raconté qu'autrefois vous aviez un club ici. Le club du mardi soir. Vous dîniez tous ensemble et un convive racontait une histoire réelle dont lui seul connaissait la fin. Et chaque fois, d'après mon grand-père, vous trouviez l'énigme. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour voir si vous n'aviez pas perdu vos dons. C'est une manière cavalière de présenter les choses, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Je vous en prie. Les enfants. Les enfants? Il n'y en a qu'un. Un anormal qui est dans une clinique en Amérique. Non, pas celui-là. Je parle de ceux que Marina Gregg a adoptés. 2 garçons et une fille, je crois. J'ai lu ça dans ses revues. Miss Marple montrait les revues empilées devant elle. Dans l'un des cas, c'est une mère de famille nombreuse, très pauvre, qui a écrit à Marina pour lui demander si elle ne pouvait pas se charger d'un enfant. L'article est bourré de sentiments faux sur l'absence d'égoïsme de la mère.
la maison, l'éducation et l'avenir merveilleux qui attendent l'enfant. Je n'ai rien trouvé sur les deux autres. Il me semble que l'un est un petit réfugié étranger et que l'autre est américain. Marina Gregg les a adoptés à des époques différentes. J'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus. Dermot Craddock regarda la vieille dame avec curiosité. C'est amusant que vous pensiez à cela. Je me suis moi-même vaguement posé des questions à leur sujet. Autant que j'en sache, ils ne vivent pas avec elle actuellement. Ils doivent toucher une pension. Les lois sur l'adoption doivent le prévoir. Ainsi donc, une fois qu'elle a été, disons, fatiguée d'eux, elle les a abandonnés. Après les avoir élevés dans le luxe. C'est bien cela, n'est-ce pas? C'est probable. Les enfants ressentent ces choses, continua Miss Marple en hochant la tête, et beaucoup plus qu'on ne le croit, généralement. On les blesse facilement. Ils se sentent abandonnés, rejetés. On ne s'en rend pas compte parce qu'on leur assure certains avantages, l'éducation, une vie confortable ou un revenu important, mais cela ne remplace rien. Ils peuvent très bien être ulcérés. Oui, mais c'est peut-être aller chercher un peu loin. Quelle est, au juste, votre idée? Je n'en ai pas de précise. Je me demande où sont ces enfants. Je voudrais savoir leur âge. D'après ce que j'ai lu, ce sont déjà des adolescents. Je peux me renseigner, dit doucement Craddock. Je ne veux pas vous influencer ni imposer mon idée. Je puis toujours la noter. Cela ne fera pas de mal. Dermot sortit son carnet et y inscrivit quelques mots. Maintenant, voulez-vous jeter un coup d'œil à ma liste? Je ne crois pas pouvoir en tirer rien d'utile. Je vais quand même en dire 2 mots. D'abord, Jason Rhodes, le mari. Tout le monde dit qu'il adore sa femme, ce qui, en soi, est déjà suspect. Pas forcément, dit Miss Marple, très digne. Il a tenté, au début, de cacher le fait évident que la victime désignée était sa femme. Il n'en a pas soufflé mot à la police. Il nous a jugés sans doute trop bêtes pour nous en rendre compte nous-mêmes. Nous le savions depuis le début. S'il s'est tu, c'est, prétend-il, pour ne pas effrayer sa femme. Elle serait du genre à s'effrayer facilement? Elle est impressionnable. Une neurasthénique. Ce qui ne veut pas dire, objecta Miss Marple, qu'elle manque de courage. Au contraire, si elle se sait visée, il est possible aussi qu'elle connaisse le responsable. À votre avis, elle sait de qui il s'agit, mais ne veut pas le dire? Peut-être, et si c'est le cas, on se demande pourquoi. Sans doute pour ne pas que son mari en apprenne le motif. Encore un aspect intéressant, dit Miss Marple. J'ai d'autres noms à soumettre à votre appréciation, reprit Dermot. Ella Zielinski, la secrétaire, une jeune femme compétente et intelligente. Amoureuse du mari? Je ne saurais pas dire, mais pourquoi le pensez-vous? C'est tellement courant. Sans doute aussi est-elle peu enthousiaste au sujet de cette pauvre Marina Gregg. Encore un motif plausible de meurtre. Beaucoup de secrétaires, d'employés, sont amoureuses du mari de leur patronne, mais il est bien rare qu'elles tentent de l'empoisonner. Il peut y avoir des exceptions, dit Craddock. Il y avait aussi 2 photographes, l'un de Londres et l'autre d'ici, et 2 journalistes. Cela n'a pas l'air intéressant, mais on ne les perdra pas de vue. Était présente aussi l'ex-femme du second ou troisième mari de Marina Gregg. Elle avait été furieuse de se faire enlever son mari, mais comme cela date de 12 ou 13 ans, il est peu vraisemblable qu'elle soit venue spécialement pour empoisonner Marina. Puis un homme, Hardwick Fenn, qui était un ami intime de Marina et qui ne l'avait pas revu depuis des années. Personne ne savait qu'il était dans le pays, et tout le monde a été surpris de le voir paraître. Elle a dû être étonnée de le retrouver. Oui, certainement. Étonnée et peut-être effrayée. Je suis maudite. C'est une idée. Enfin, le dernier, Hayley Preston, un type qui parle beaucoup,
mais qui n'a rien entendu, rien vu, qui ne sait rien. Beaucoup trop énervé pour l'avouer. Dans tout cela, rien qui puisse vous mettre sur la voie ? À vrai dire, non. Mais il y a beaucoup de possibilités intéressantes. J'aimerais cependant en savoir un peu plus au sujet des enfants. Dermot regarda Miss Marple avec curiosité. Cela vous tracasse, hein ? Très bien, je vais me renseigner.